Bonjour à tous, bienvenue à cette édition du vendredi 4 septembre 2020. Et je pense qu'à peu près pour la première fois de l'année, j'ai donné la bonne date. Donc, bravo à moi finalement. Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Donc, encore une fois, bienvenue à cette nouvelle édition de la balado du Centre-Ville. Max, honnêtement, là, il s'est passé tellement de choses dans la dernière semaine. On aurait pu faire un balado là, de 2 heures, mais on va s'en tenir peut-être entre 45 et 50 minutes. J'aimerais tout d'abord savoir, Max, comment a été ta ronde de golf? Une de tes premières rondes de golf à vie, tu m'as montré des belles photos. La bonne nouvelle, c'est que la photo, tu n'étais ni dans le lac, ni dans le bois, et je pense que tu as réussi à finir ta ronde avec encore quelques balles. Exactement. C'est assez drôle. Je suis allé jouer ce matin. Écoute, on ne peut pas jouer au basket à cause de la pandémie. Je suis un joueur de hockey aussi, donc on ne pouvait pas jouer. Donc, j'ai dit, pourquoi pas, il faut que je fasse du sport, il faut que je bouge un peu, je vais jouer au golf. Fait que j'ai commencé à jouer. Euh, j'ai dû me faire des bâtons sur mesure à cause de ma grandeur, 6 pieds 8. Et j'ai une photo de ma première journée ce matin. Euh, Ça, c'est moi qui vais chercher la balle. Alors, et voilà. Oui, je suis allé pêcher, je suis allé golfer, mais malheureusement, ma balle est allée dans l'eau. En pêche à la balle. De plusieurs pour aller chercher ces balles-là, et c'est le meilleur investissement que j'ai fait parce que je l'ai acheté ce matin au Pro Shop, puis je l'ai utilisé 2 minutes plus tard sur le premier trou. Mais c'est la seule fois, je fais remarquer, c'est la seule fois que je l'ai utilisé aujourd'hui. J'ai juste fait un trou, fait que je suis juste 1 en 9, c'est quand même bien. C'est la seule fois que tu l'as utilisé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir peut-être le numéro de téléphone des gens avec qui tu jouais simplement pour qu'ils nous confirment que c'était bel et bien ça? Ben, c'est des membres de ma famille, donc c'est sûr qu'ils vont Ah, en dire plus, ils ils diront vont dire jamais. l'histoire que je viens de te rencontrer, donc ça sert à rien pour toi de les appeler. Max, donc beaucoup de sujets dans la NBA au cours de la dernière semaine. Évidemment, on va revenir sur la victoire dramatique d'hier des Raptors de Toronto. Et je pense que pour la première fois depuis le début du balado du centre-ville, donc pour la première fois en 3 ans, j'ai mis le même T-shirt ou le même chandail 2 semaines de suite. Et j'avais pas le choix, honnêtement, en raison de la merveilleuse performance de nul autre que Luguentz Dahl. Ah, ben Pas le oui, choix ben de oui. mettre encore une fois ce T-shirt. Quelle performance encore de Luguentz dans le match numéro 7, entre autres, contre les Rockets de Houston, le match de sa vie. On y reviendra plus tard. Steve Nash a été nommé le nouvel entraîneur du côté des Nets de Brooklyn. On vous parlera évidemment du match qu'on a eu la chance de faire ensemble entre les Nuggets et le Jazz, match numéro 7. Vraiment des performances exceptionnelles dans toute cette série-là entre Jamal Murray et Donovan Mitchell. Match d'hier qui a été difficile par contre pour les Nuggets. Et Ja Morant qui a été nommé assez facilement même la recrue de l'année. Donc, beaucoup de sujets évidemment du côté du balado du centre-ville. Mais tout d'abord, Max, on doit absolument revenir sur la victoire dramatique hier des Raptors de Toronto dans le match numéro 3 contre les Celtics de Boston. Et je dis dramatique, si les Raptors avaient perdu ce match-là, même si on travaille RDS, même si on veut que les gens regardent le match numéro 4, cette série-là, à toute fin pratique, était terminée. Il n'y a aucune équipe dans l'histoire de la NBA qui a réussi à combler un déficit de 0-3 pour remporter une série. Alors, ça vous donne une idée à quel point le tir à la toute dernière seconde de OG Anunoby a été important pour les Raptors de Toronto. Comme tu le dis, ça a été incroyable. Quelle fin de match. Là, j'en revenais pas, mais j'étais dans le sous-sol, j'écoutais le match, j'ai crié tellement fort, puis je pense que ma conjointe m'a dit « Attends, là, tu vas réveiller les enfants, là, tellement j'étais excité. » Puis, tu sais, oui, les gens disent « Ah, est-ce que vous êtes pro-Raptors ou pas? » Mais moi, je suis pro-basket. Si c'est un bon show, je vais être emballé. Ouais. Et la façon que le match s'est terminé, c'est incroyable. Là. OG Anunoby, sur un tir qui n'a même pas fait sa motion au complet, avec le fouetté à la fin, là, si on regarde les images, qui a après, zéro émotion de OG, tu as toute son équipe qui court après comme si c'était un hors-la-loi puis que il y a un prix sur sa tête. Mais c'est incroyable. À la Dame Lillard, finalement, contre OKC. Oui, c'est juste que Dame Lillard il a fait le bye-bye qui était vraiment que j'ai adoré aussi. Mais OG Anunoby, j'ai regardé sa conférence de presse après. C'est vraiment, il me fait penser en termes de zéro émotion à qu'est-ce que Kawhi fait parce qu'il est très neutre. Il ne se laisse jamais aller trop haut, trop bas dans ses émotions quand il joue.
Puis il disait, c'était drôle, il disait, j'étais super content. Je dis, ouais, ben ça paraissait pas, tu es un excellent joueur de poker. Mais comme je te dis, il a sauvé la saison des Raptors. Les Raptors ont quand même bien entamé le match. Un peu un match un peu copié-collé du deuxième match. La seule chose, c'est que tu n'as pas eu un Marcus Smart qui a réussi 5 tirs de 3 points là, au début du quatrième quart. Mais qu'est-ce que j'aimerais des Raptors et de Nick Nurse, c'est que là, on a joué beaucoup de minutes là. VanVleet a joué 41, OG a joué 45, puis on joue toujours aux 2 jours. Là. Donc, c'est difficile. Et ça, la pure simple raison, c'est que Norm Powell n'en donne pas beaucoup en ce moment. Terrence Davis n'en donne pas, carrément pas. Puis aussi, Rondae Hollis-Jefferson, il est questionnable, il est encore avec l'équipe, mais il ne joue pas. Mm-hmm. Est-ce qu'on a besoin, puis dans le fond, tous ces joueurs-là, au total, qu'est-ce qu'on a de besoin? Là, c'est de l'énergie du banc. Le banc, en ce moment, là, le fameux bench mob qu'on parlait, là, des joueurs comme Chris Boucher, moi, je pense qu'il devrait jouer une minute plus. Si tu as Williams d'un côté ou Kanter de l'autre côté, tu peux mettre un Boucher. Je regardais Marc Gasol sur la dernière séquence avec... lorsqu'il est allé doubler Kemba Walker. Kemba Walker il a passé à côté de lui comme si Marc Gasol c'était un arbre ou un cône orange à Montréal. Puis il a fait une excellente passe là, sans regarder à Theis pour le dunk. Mais c'est difficile pour Gasol. La passe du match, c'était le jeu du match jusqu'à temps que OG Anunoby réussisse. Tu parles de la passe de Kemba Walker. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Évidemment, c'est OG Anunoby qui a fait le tir. Mais parle-moi également de la passe de Kyle Lowry. Brad Stevens envoie Taco Fall pour la première fois du match. Il reste 5/10. Tout ce qu'il y a à faire essentiellement, c'est de surveiller Kyle Lowry sur la rentrée de balle et la vision de Kyle Lowry pour envoyer le ballon jusqu'à OG Anunoby, parce que ce qu'il faut savoir pour les gens qui n'ont pas écouté les conférences de presse à la suite du match, c'est que la première option et la deuxième option, là, c'était pas OG du tout. C'était Siakam et VanVleet. Donc là, de voir un OG Anunoby qui a été complètement oublié dans le coin et réussir le tir à 3 points, honnêtement, c'est l'une des grandes passes dans l'histoire des séries pour les Raptors de Toronto. Puis quelle audacité. Tu sais, Taco Fall, là, si les gens ne le connaissent pas, là, c'est un ancien joueur de l'Université Central Florida. Il a 1 pied de plus que moi. Il est listé à 7 pieds 7. Mais 7 pieds 7 avec les bras dans les airs, là, il peut dunker presque 100. Ouais. J'ai aimé un des tweets d'un des analystes d'ESPN qui a dit qu'il a fini le match à -3 parce que c'était sa seule présence du match. Il est resté même pas une seconde. C'était vraiment d'être imposant de faire Kyle Lowry. Qu'est-ce que j'ai aimé et qu'on a revu à RDS, c'est Kyle Lowry, aussitôt qu'il a eu le ballon, pour se préparer pour avoir le ballon pour faire la passe, il a pris des pas de recul. Donc ça c'est des choses que si on joue dans un aréna, tu as des fans qui sont là, donc tu peux peut-être pas prendre ce pas de recul-là à cause que tu as Drake ou tu as les personnes qui sont courtside, comme on dit. Donc, c'est sûr que Taco Fall, oui, est là, il doit garder sa distance, il ne peut pas être sur la ligne de côté. Mais le fait que Kyle Lowry a reculé aussi, c'est pour se donner une meilleure angle pour essayer de voir quelque chose en arrière du géant fort. Mais l'audacité de Lowry aussi de faire cette passe-là d'un côté du terrain jusqu'à l'autre, exactement dans les mains à OG, pas prendre le ballon, le descendre puis remonter. Il faut vraiment que tu le prends et que tu finisses ton tir, tu as 0.5 secondes. Puis le règlement dit que tu as à peu près 0.4 secondes. Là, je me rappelle toujours du fameux tir de Derek Fisher contre les Spurs. Mais c'était une séquence incroyable. C'est une histoire, là, que c'est des moments, tu sais, dans la NBA, ils utilisent toujours ces moments-là. Là. On va le revoir et revoir. Un peu comme le tir de Dame Lillard que tu dis lorsqu'il faisait le bye-bye à Paul George. C'était incroyable de voir ça. Puis aussi, l'impact que ça a eu parce que tu passes d'être dans un déficit de 3-0. Kemba Walker vient de mettre le clou dans le cercueil avec une passe là, des jeux de la semaine. Puis 3 points in extremis pour gagner le match. Maintenant, est-ce que le momentum, est-ce que le vent a changé? D'après moi, oui. Mais j'ai bien aimé Kyle Lowry tout de suite après
le tir, oui, il y avait de l'émotion, mais lorsqu'il est arrivé à parler aux journalistes d'ESPN, il dit « On a gagné, passons au prochain ». Tu vois que c'est un leader, c'est un champion, il a déjà vu neiger, comme je dis, puis ils sont déjà focus. Il est déjà focus pour le prochain match. J'espère juste que Nick Nurse ne va pas être obligé de le super taxer avec des 46 minutes parce qu'on a besoin de plus de profondeur. On disait que les Raptors étaient bons cette année parce qu'il y avait de la profondeur puis ils pouvaient jouer up-tempo avec la transition. Mais en ce moment, Nick Nurse est obligé de couper son banc. T'sais. Matt Thomas a seulement joué 6 minutes, Ibaka 22 et Powell 15. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre joueur qui a vu le terrain hier. Quelques trucs pour toi. Je sais que tu n'es pas nécessairement un amateur de souliers. Pour ceux qui me connaissent et qui ont vu mon tweet d'hier, là, ce qui est formidable également dans le tir de OG Anunoby, c'est la paire de chaussures qu'il portait. La paire de chaussures qu'il portait, c'est des Kyrie Capri, des Kyrie 6 Capri de la compagnie Concepts qui est à Boston. Donc là, tu as un joueur des Raptors qui porte une paire de souliers d'un ancien joueur du côté des Celtics de Boston qui réussit le tir à 3 points. La fameuse expression « tout est dans tout », c'était exactement ça, ce moment-là. On dit que le tir de OG Anunoby a sauvé la saison des Raptors, c'est vrai. Mais à mon avis, l'impact va être encore plus grand parce que ça vient peut-être également de sauver la suite des choses pour les Raptors de Toronto. Si les Raptors sont balayés en 4, en fait, si les Raptors sont balayés tout court par les Celtics, qu'est-ce qui se passe l'an prochain? Est-ce que Gasol revient? Est-ce qu'Ibaka revient? Plus tard, même, on peut se projeter un peu dans l'avenir. Est-ce que Giannis Antetokounmpo voit suffisamment de belles choses côté des Raptors pour se dire « Moi, je vais quitter les Bucks de Milwaukee pour aller à Toronto. » Si Toronto perd en 4 contre les Celtics, est-ce que vous pensez sincèrement que Giannis va se dire « Je vais partir de l'équipe qui a terminé au premier rang dans l'Est cette saison, meilleure fiche de l'NBA pour aller ensuite côté de Toronto, une équipe avec un bon noyau, mais des joueurs vieillissants. En même temps, est-ce que Kyle Lowry sera là dans 2 ans? On ne sait pas. Même chose pour Ibaka, même chose pour Marc Gasol. Donc, là, à court terme, du moins, ça vient peut-être là, de sauver l'image un peu des Raptors de Toronto. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est plus important que simplement de sauver le match numéro 3 et la saison des Raptors. Oui, tu as raison. Si on se projette à long terme, mais personnellement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de particuliers à Toronto, mais je le vois mal fitter dans l'équipe avec un Pascal Siakam. Il y a beaucoup de rumeurs. Écoute, je pense que ça va être le joueur le plus convoité. La façon que la série se déroule en ce moment avec le Heat, Milwaukee est en arrière, tire l'arrière 2-0. Est-ce que ça va aussi, peut-être... ouais, c'est ça. Est-ce que ça va précipiter le fait que Giannis ne va pas vouloir gagner à Milwaukee parce qu'il n'aime pas le noyau, il ne pense pas que son équipe a une chance. Mais tu sais, il y a des rumeurs à gauche et à droite dans la Ligue. Tout récemment, je disais que ça va être les Mavericks de Dallas qui vont pousser avec un Mark Cuban qui va donner de l'argent à gauche et à droite à Giannis. Mais tu sais, c'est toutes les équipes, Alex, là, qui voudraient avoir Giannis. Moi, personnellement, je trouve que ça va être un fit différent avec Toronto. Tu sais, Siakam, Lowry, je ne sais pas s'il va être là dans 2 ans. Ibaka, Gasol. Il faut qu'on ait les nouveaux joueurs émergents, c'est les Chris Boucher, Terrence Davis, que je reviens toujours. Van Vliet va être là. Il y a déjà Fuji est déjà là. D'après moi, il va rester comme rôle partant. Ça va être difficile. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'il a réussi son tir avec les souliers. Comme moi, je m'en contrefous les souliers. Il aurait pu jouer avec des vieux Converse. L'important, c'est le résultat du tir. Et la signification de ce tir-là, tu sais, tu pars vraiment de 0-3 à 1-2. Et si tu n'as pas Marcus Smart au deuxième match, Alex, qui réussit 5 tirs de 3 points de suite au 4e quart, c'est peut-être les Raptors qui gagnent, qui mèneraient 2-1 dans la série en ce moment. Oui, parce que le match numéro 2, effectivement, les Raptors l'ont vraiment échappé. Je dis échappé. Reste que Smart a été vraiment en feu lors du 4e quart, comme tu l'as mentionné.
avec 5 tirs de 3 points réussis de manière consécutive. J'aimerais également qu'on parle de Kyle Lowry. J'ai l'impression qu'on a revu le Kyle Lowry, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais le Kyle Lowry du match numéro 6 de la grande finale contre les Warriors de Golden State. Il a eu 10 points rapidement au premier quart. C'était la même chose contre les Warriors de Golden State. Si ma mémoire est bonne, il a terminé avec 15 points également en première demi. Et tout au long du match, c'est vraiment lui qui a poussé le tempo. C'est lui qui a forcé le jeu. On a attaqué rapidement en transition également. Donc, pour moi, vraiment, Kyle Lowry, hier, a été le joueur du match du côté des Raptors de Toronto. Et là, dans le cas de Pascal Siakam, Max, je ne sais pas exactement à quoi m'en tenir avec lui. Autant, j'ai envie de dire que c'est un joueur qui est très bon, même excellent, un joueur étoile. Là, présentement, en match éliminatoire, on va devoir trouver une solution. Est-ce que c'est le facteur Brad Stevens? Est-ce que c'est Brad Stevens qui a trouvé exactement les faiblesses, peut-être les failles d'un Pascal Siakam? J'ai l'impression que chaque fois que Pascal Siakam tente une feinte, et c'est notamment le cas près du panier, les joueurs des Celtics savent exactement ce qui se passe, savent exactement ce qui s'en vient, le bloquent facilement. Lorsque Theis affronte un gars comme Pascal Siakam, Siakam a beaucoup de difficultés. En fait, peu importe qui garde un peu Siakam, même quand c'est un gars comme Jason Tatum, la rapidité des pieds de Tatum fait en sorte qu'il est tout le temps capable de rester devant Siakam. Et là, j'ai l'impression que Pascal Siakam doit retourner à la table à dessin. Il est peut-être trop tard. Je sais que c'est un joueur qui est capable de le faire parce que à la suite de l'élimination des Raptors, il y a même 3 ans, il y a 2 ans, chaque été, en fait, il s'améliore toujours. Mais là, il doit développer un nouveau tir, peut-être un tir de mi-distance, une autre feinte. Il doit se passer quelque chose parce que là, les Celtics savent exactement ce qui se passe avec Pascal Siakam et j'ai l'impression que le mot, évidemment, va se passer à travers la Ligue. Tout le monde voit les matchs éliminatoires. Donc là, Siakam, encore une fois, sera forcé d'améliorer son jeu. Je sais qu'on se pose souvent la question, mais là, est-ce que ça t'inquiète réellement ce qui se passe avec Pascal Siakam? Et est-ce que les Raptors peuvent gagner cette série-là avec un Siakam qui va marquer 15 points par match? Ça va être extrêmement difficile. Siakam, on sait, là, a été promu, si je peux dire, à un joueur étoile. C'est un joueur étoile d'après moi. Pour l'instant, il nous l'a montré que c'est un joueur étoile de saison et en ce moment, même contre les Nets, ça n'a pas été super. Je pense qu'il y a juste un match de 20 points et plus. Et moi, hier, on s'était parlé pendant 2, mais un de 20 piles. Oui, 2, excuse-moi. 21 et plus, mettons. Mais qu'est-ce que j'ai de la misère avec Pascal? C'est des fois, c'est sa prise de décision. Hier, il y a eu une séquence où il y a eu 2 tirs en foulée rapides, je pense que c'était au troisième quart. Et tout de suite après, il a essayé de prendre un 3 points contesté avec 16 secondes à faire dans le tir dans le chronomètre de 24, puis il a complètement manqué. C'est cette prise de décision-là. Et l'autre chose aussi, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'hésitation. À cause qu'il joue contre des joueurs qui sont talentueux comme Tatum, t'as Theis, t'as Williams, t'as l'autre Gary Williams aussi qui est là. C'est des joueurs qui sont imposants, longs, mais qui sont capables de bouger leurs pieds. Et Siakam, si on décortique son match un peu, c'est que ses forces, là, c'est en transition et aller se faire fauter aussi souvent lorsque tu es en transition, finir proche de l'anneau. C'est sûr qu'il faut qu'il travaille sur son mid-range, travaille sur son tir de 3 points, mais sa première option devrait être toujours la transition et essayer d'être agressif, d'aller se faire fauter. Hier, je regarde les stats, il a seulement été à la ligne de lancer franc pour 4 fois. Depuis le match numéro 3 contre les Nets, là, c'est le maximum 4 fois. Exactement, c'est pas assez. Surtout quand tu joues 38 minutes et tu n'es pas le meneur de jeu. Les Raptors essaient de pousser la balle le plus possible. Tu as Kyle Lowry avec Fred VanVleet. C'est sûr qu'ils vont essayer de trouver Siakam en transition. L'autre chose, c'est qu'à chaque fois que Siakam va avec sa main gauche, il ne veut pas finir avec sa main gauche. Il veut faire le spin pour retourner sur sa main droite ou faire une feinte, le up and under, et toujours aller avec la droite. S'il y a quelque chose peut-être à travailler pendant la saison morte,
c'est vraiment de rester agressif, utiliser son bras droit dans les airs pour se protéger et finir avec sa gauche. Je le vois pas souvent terminer avec sa gauche. Je me souviens, je pense que c'était l'année passée, même, c'est Will Archambault dans un match qui dit « Il a fini avec la gauche! Il a fini avec la gauche! » Parce que c'est extrêmement rare de le voir. C'est comme s'il n'a pas la confiance, puis à chaque fois qu'il bat son joueur de vitesse, ben, il refait le spin move ou il fait le up and under, mais ça permet au joueur de revenir ou ça permet à l'aide de venir. Et son tir est maintenant plus difficile à effectuer pour lui. Donc, j'aimerais ça le voir encore agressif. J'aimerais ça le voir à la ligne de lancer franc pour mettre les joueurs des Celtics en problème de faute. 4 fois, c'est pas assez. Tu me dis, là, en moyenne, c'est 4 depuis le match, je pense, numéro 3 ou numéro 4 contre Brooklyn. C'est pas assez. Donc, oui, il faut qu'il soit plus agressif, mais en même temps, en étant agressif, il ne faut pas que tu forces des choses. Hier, son tir de 3 points avec 18 secondes, c'était trop. C'était pas une bonne prise de décision. C'est bon à être agressif, mais dans le rôle que toi, tu es bon, dans les tirs que tu sais que tu peux effectuer. Donc, beaucoup de transitions, des tirs en foulée, mais j'aimerais ça qu'il finisse avec la gauche aussi, Alex. Et Max, tu sais quoi? Et là, je dis ça pour la deuxième fois en 1 an et demi. Là. Encore une fois, je suis jaloux de Mathieu Jolivet parce que pour la deuxième fois, en 2 ans, il a eu la chance de décrire un buzzer beater, évidemment, dans le fameux match contre les 76ers, le tir de Kawhi Leonard. Mais hier également, vraiment un plaisir de les écouter sur les ondes de RDS2. D'ailleurs, notre prochain rendez-vous, ce sera samedi prochain à compter de 18h30, encore une fois sur les ondes de RDS2, je pense. Tu seras là en ma compagnie ainsi que Charles Dubé-Bray. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans ce fameux match numéro 4. Parce que là, on sait, OG Anunoby vient de sauver essentiellement la saison, comme je le mentionnais. Il n'y a aucune formation dans l'histoire qui a réussi à combler un déficit de 0-3 pour remporter une série. Mais les statistiques de 1-3 ne sont pas nécessairement plus reluisantes. 12 équipes seulement dans l'histoire ont réussi à combler un tel déficit. La bonne nouvelle, c'est que ça vient tout juste de se faire avec les Nuggets qui sont devenus la 12e équipe. Mardi, donc écoute, les statistiques, c'est sûr, tu sais, jamais personne n'est revenu 0-3, 1-3, mais il y a quelque chose, il faut mettre un astérix avec l'année 2020, c'est que tous les matchs sont sur des terrains neutres. C'est sûr que c'est dur de revenir 3 de l'arrière quand tu dois aller gagner 2 fois sur la route. Là, en ce moment, c'est un terrain neutre. Il faut juste que tu gagnes 3 fois. Il n'y a pas de spectacle. Ben là, il y a des. On a vu là, le Baby Club avec les femmes des joueurs et tous les enfants, mais à part ça, il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a pas le 6e joueur qui est la foule. L'hostilité de jouer sur la route et tout ça. Donc, moi, quand ces statistiques-là, je n'y crois pas. En ce moment, c'est 2-1 ou si ça serait 3-1. Mais c'est un match à la fois, mais c'est vraiment de voir les ajustements que Nick Nurse va faire parce que c'est un match d'échec entre lui et Brad Stevens. Et Brad Stevens n'a pas peur d'aller loin dans son banc. On a vu des joueurs comme Wanamaker qui a joué, les 2 Williams, Enes Kanter qui a joué un peu de minutes, mais qui donne de l'énergie. Et comme je reviens à ce que je disais autour, Nick Nurse n'a pas ça en ce moment de son banc. Ibaka a eu un bon match numéro 1, mais a été plus tranquille. Norman Powell, qui serait un joueur super pour jouer contre les Celtics, il est agressif, il est athlétique, il est capable de finir en transition lui aussi. Seulement 8 points hier, 15 minutes, 3 en 4, mais c'est pas assez, on en a besoin de plus. Oui, effectivement. Et parenthèse, tu parles de Brad Wanamaker qui a donné un coup de genou dans les bijoux de famille de Kyle Lowry pendant le match. Ça fait pas du bien, oui. Non, ça fait mal. Et en conférence de presse, pour l'avoir vu en personne souvent, Kyle Lowry dit toujours le fond de sa pensée. Il est très, très, très divertissant. Lorsqu'on lui a posé une question sur ce coup, il a dit, et je cite, « I got balls of steel ». Donc, des couilles en acier, tout simplement. Mais il l'a prouvé effectivement avec sa passe avant le tir de OG Anunoby. Donc, je rappelle, notre prochain rendez-vous, ce sera samedi à compter de 18h30 pour le 4e match entre les Raptors et les Celtics. Un autre qui a des fameuses balls of steel, Luguensdor. Luguensdor, un joueur qui n'a pas été repêché, Montréalais, qui provient de l'université Arizona State, la même université que James Harden. Et je dois dire que la première fois que j'ai vu Luguensdor, c'était dans nos studios, je pense, en match éliminatoire il y a 2 ans.
Et lorsqu'il est arrivé sur le plateau, c'est un jeune homme qui dégage vraiment une grande confiance en lui. C'est pas nécessairement un gars qui est vantard, c'est pas un gars qui est hautain, mais il est confiant. Et je me souviens, dans la salle de maquillage, parce qu'effectivement, oui, on se maquille, quoique présentement, en temps de COVID, ouais. on se maquille présentement, Exact. hein, Max? Oui, oui. Surtout quand ta blonde dit que tu as l'air un peu fatigué, Max. Exactement. Donc, pour une des rares fois de ma vie, je suis allé acheter du maquillage pour moi à la pharmacie. Et, fait cocasse, ma conjointe utilise le même maquillage que moi en ce moment. Elle dit « Hey, c'est vraiment Voilà. bon, je vais l'utiliser. » Donc, on est rendu là. Est-ce, est-ce que c'est la même couleur, par exemple? Oui. Ah, en plus, bon. Fantastique. Mais c'est ça. Donc, on était dans la salle de maquillage et puis Lugans me parlait, je pense que j'étais avec Will et Peter. Il disait, moi, je vais devenir le premier one and done de l'histoire du Québec. Donc, je vais jouer 1 an dans la NCAA. Après ça, je m'en vais directement dans la NBA. Je vais être un choix de première ronde. Et il n'a pas été repêché. Peut-être que le tournoi du March Madness, son dernier match au March Madness, peut-être a soulevé quelques questions parce que tout au long de l'année, il C'était était. contre qui? C'était contre qui son dernier match? Tu te souviens-tu? Là, tu vas me dire Buffalo, hein? C'était mon Ça. ancienne Ben oui. université. C'est sûr, Mais j'avais le cœur Lugans n'a pas brisé, connu un mais grand match. exact. Vas-y, Max. Non, c'est ça. Je l'ai taquiné un peu, là, Lugans, parce qu'il était à Arizona State, mais il était 11e tête de série. Buffalo avait eu une année superbe, puis il avait fini 6e. Et là, c'était dur de dire bon, ben, je veux que mon université gagne, mon ancienne université, mais en même temps, j'aimerais ça que Lugans, un Montréalais, aille loin dans le March Madness parce que c'est des belles histoires. Puis ça fait que les gens ici parlent de basket. Qu'est-ce qu'on veut, dans le fond. Grande question, c'est est-ce qu'on a perdu Max Boudreau qui est présentement gelé? Non, il est là. Oh, pardon. Désolé, la connexion est peut-être à Chambly, la ville des vents est peut-être différente. Mais comme je disais, c'est ça. C'était difficile de prendre pour un ou l'autre. Mais je voulais que Lugans ait un bon match, mais que Buffalo gagne à la fin. Finalement, le match de Lugans a été coup-ci, coup-ça. Est-ce que ça l'a affecté son classement? Je ne sais pas. Parce Je que sais je pas, pense mais que je sais qu'il y a toujours eu des doutes par rapport à son tir à 3 points, Exact. son tir en suspension. Et souvenez-vous également, là, pour revenir aux séries éliminatoires de 2020, dans le match numéro 5 contre les Rockets de Houston, Lugansdor a eu une soirée historiquement mauvaise, essentiellement, alors qu'il avait raté ses 9 tirs à 3 points. Et là, sans dire que j'ai eu pitié parce que c'est pas le bon mot, j'ai pas aimé vraiment ce qui s'est passé sur les médias sociaux, sur Twitter, entre autres. Tu sais, Lugans a quand même eu la lourde tâche de sauver James Harden pendant tout le long de cette série-là. On l'a monté en héros lors des 4 premiers matchs sur les médias sociaux en disant qu'il faisait du travail exceptionnel et avec raison sur James Harden. Mais dans le match numéro 5, on le laissait complètement ouvert et Lugans était incapable de réussir quoi que ce soit. Pas. Et là, tout le monde, en Amérique du Nord, il y a des médias, il y a des partisans qui se sont mis à dire que Lugans n'était pas bon, que Lugans avait pas d'affaires sur le terrain. Que Et là, j'étais là, Oklahoma oh jouait gars, 5 contre 4 quand Lugans ouais. était sur le terrain, tellement qu'il le laissait complètement ouvert pour rentrer pas. Non, c'était pas bien à voir, effectivement. Après ça, dans le match numéro 6, ça a vraiment mieux été pour Lugans. Mais dans ce match numéro 7, là, c'est vraiment, on dit en anglais, le coming out party. C'est vraiment dans ce match-là que s'est fait connaître, et j'ai l'impression reconnaître à l'attaque, parce qu'on regardait un gars comme Lugansdor comme étant un joueur défensif exclusivement ou presque, mais il y a des gens qui ne se souviennent pas à quel point avec Arizona State, il était bon à l'attaque aussi. Là. Je pense qu'il y a des gens qui ont complètement oublié ça. Et si Lugans est dans la NBA, c'est parce qu'il est capable de tirer. Et il l'a prouvé à tout le monde avec une performance de 30 points. Et vraiment, encore une fois, il a été dominant contre James Harden. Et dans un match numéro 7, Lugans est devenu le joueur avec le plus grand nombre de points pour un joueur de moins de 21 ans dans un match numéro 7 avec 30, le record qui appartenait à LeBron James.
pas en train de dire que Luguentz-Dort est le prochain LeBron James, là. Je sais que ce n'est pas le cas, mais ça donne une idée à quel point Luguentz a mis son empreinte à l'attaque. Et à la fin du match, le tir pour la victoire, qui avait le ballon entre les mains, c'est Luguentz-Dort et James Harden l'a bloqué pour permettre aux Rockets de se sauver, et je pèse mes mots, là, de se sauver avec cette série-là. Simplement, une petite statistique pour vous. Luguentz-Dort contre James Harden dans cette série-là. Harden a marqué 65 points, 17 en 54 du terrain, 10 en 38 seulement à 3 points. Donc, 31,5 du terrain, 26,3 à 3 points contre probablement le meilleur ou le deuxième meilleur joueur offensif dans la NBA, à mon avis, que vous préfériez Kevin Durant ou James Harden. Là. Mais vraiment, il y a un paquet de gens aux États-Unis qui n'avaient aucune idée qui était Luguentz-Dort. Et là, j'ai l'impression que peut-être pas tout le monde, mais la grande majorité des partisans de la NBA connaissent maintenant le nom de Luguentz-Dort. Oui, puis il ne faut pas arrêter d'en parler là, de qu'est-ce qui est arrivé. C'est incroyable son histoire, son chemin parcouru. Puis il faut en parler. Je comprends que Luguentz aurait aimé, son entourage aurait aimé qu'il soit repêché, mais ça prouve que moi, qu'est-ce que j'adore de Luguentz, c'est sa confiance, oui, mais c'est sa force de caractère. Il va devant l'adversité, puis ça ne lui dérange pas. Match numéro 7, pas de stress. Let's go, on joue, qu'est-ce qu'on a à faire? Il a la bonne mentalité. Puis même, c'est Chris Paul qui en parlait, qui dit que Luguentz va jouer longtemps dans la ligue. Je l'ai mis sur Twitter parce que c'est important que des joueurs, des vétérans, des joueurs super étoiles comme Chris Paul, ils le reconnaissent. Là. Il est avec Luguentz jour après jour. Et fait à noter aussi, Luguentz ne pouvait pas pratiquer avec l'équipe pendant toute l'année. Là. Ça, c'est incroyable. À cause de son contrat two-way, tu pouvais être un certain nombre, je pense que c'est 45 jours que tu dois être avec l'équipe. Donc, si l'équipe pratique, et ça inclut compte les pratiques, les matchs. Les matchs, puis je pense le voyagement, c'est correct là, parce qu'ils sont en jet privé, mais c'est incroyable. Là. C'est le rêve de tout athlète pratiquer. Mais c'est dur de toujours être à l'extérieur, de comprendre c'est quoi les schémas tactiques défensifs, les schémas tactiques de l'attaque, tout ça. Puis en plus, c'est pas que tu joues, tu viens du banc, tu joues 10-15 minutes. Lui est sur le 5 partant, puis soir après soir, tu joues contre le meilleur joueur de l'autre équipe. Bon, donc, chapeau à Luguentz. Écoute, moi, je suis un 100% fan de lui. J'étais tellement fier de le voir réussir, surtout après l'adversité qu'il y a eu du match 5. Et tout le monde disait « Ah, c'est pas un bon tireur, il ne sera pas capable. » Lui, il est ébranlé, il est allé avec la bonne mentalité, le bon mindset, la dureté du mental, comme on dirait. Et regardez, 612 du 3 points. C'est lui qui avait le ballon à la toute fin pour réussir le tir, pour prendre les devants. Un tireur, là, j'ai jamais été un franc tireur du 3 points, mais un tireur doit continuer à tirer. Que tu sois 8 en 8 ou 0 en 8, si tu commences à hésiter ou tu commences à manquer de confiance en toi, c'est sûr que tes statistiques vont dégringoler, ton pourcentage de réussite va dégringoler, parce que oui, la motion est presque toujours la même. C'est répétitif, on effectue des tirs après tirs, là, on peut en faire 10 000 dans une pratique. Là. Puis ça, c'est sans exagérer. Tu as des machines qui te relancent le ballon juste pour que tu mettes en place, pour que tu travailles tes émotions. Mais l'important aussi, c'est psychologiquement. Il ne faut pas que tu hésites. Souvent, tu vois des joueurs, ils hésitent un petit peu, ils font un pump fake ou ils vont prendre un dribble de plus et leur pourcentage de réussite diminue à cause qu'ils ne sont pas dans la motion. On dirait qu'ils hésitent, ils n'ont pas une bonne confiance. Luguentz a, je ne peux pas dire 100% de confiance, je suis sûr qu'il y en a 150% et il a la bonne mentalité. Il va être là longtemps parce qu'il sait exactement, il fait ce que son coach lui demande et il l'exécute. Et vraiment, tout le monde n'avait que de bons mots vraiment pour Luguentz-Dort après le match numéro 7. James Harden également. Et on a vu à la toute fin du match une accolade justement entre Luguentz et James Harden. James Harden, essentiellement, qui a dit comme Chris Paul, en ce sens qu'il va vraiment connaître une longue carrière. Et j'ai aimé ce qu'Harden a dit aussi parce qu'il a mentionné que Luguentz se fout un peu de qui est devant lui. Il joue à 110%, il joue à fond la caisse lors de chaque match. C'est un gars avec beaucoup de confiance.
Et pour un joueur qui arrive dans la NBA à sa première année, c'est pas mal tout ce que tu peux lui demander. Les schémas tactiques vont venir plus tard, les stratégies également, mais tu veux simplement un gars qui se défonce sur le terrain. Et c'est exactement ce qui se produit dans le cas de Luguensdorf. Max, parce que le temps file, j'aimerais également qu'on discute de la série entre les Heat de Miami et les Bucks de Milwaukee. Et je sais, Max, tu n'es pas obligé de me le dire, tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde. Tu as mis le Heat de Miami pour passer en finale de l'Est. Je pense que tu les as en 7. Ma mémoire est bonne? Non, il me semble que c'est en 6. Écoute, je ne veux pas dire que je suis un devin. Je ne veux pas dire que je suis un devin parce que j'ai un devin pris les officiellement parce que le Heat mène. Oui, mais écoute, je suis très humble parce que j'ai aussi pris les Pacers en 7 et se sont fait laver en 4. Mais écoute, je t'assure que sa bonus allait revenir. Mais oui, quelle série, là. Le Heat est une équipe là, qui est sous-estimée. Toute l'année, ils ont eu la meilleure fiche, excuse-moi, à la maison. C'est une équipe extrêmement équilibrée, très bien coachée par Eric Spoelstra, qui a déjà eu des championnats, qui a déjà été dans les séries. Et un peu comme les Raptors tout au long de la saison et dans la bulle, ben c'est la même chose pour les Bucks. Ils ont de la misère contre une équipe cette année, c'est le Heat de Miami. Ouais, c'est un peu comme les Raptors essentiellement qui ont de la difficulté contre une équipe cette année, les Celtics. Exactement, exactement. Parle-nous un peu de ce qui s'est passé à la fin du match numéro 2. Beaucoup de controverses. Et j'ai une sous-question pour toi par la suite, là, mais il y a vraiment 2 appels des officiels qui ont fait beaucoup jaser en fin de match. Est-ce que tu peux remettre en contexte là, pour les gens qui n'ont peut-être pas eu la chance de voir ce deuxième match-là, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la rencontre? Oui, alors, dans les 10 dernières secondes, les Bucks tiraient de l'arrière par 3 points. Chris Middleton effectue un tir. Tu as Goran Dragic qui est vraiment droit, là, comme une statue, là, un arbre devant lui, mais il est peut-être trop proche. C'est très, très questionnable. Là. Il ne bouge pas, ses bras ne descendent pas. Middleton effectue son tir de 3. Mark Davis appelle la faute. Pour 3 tirs, il reste, je pense, une seconde ou 2 secondes à faire dans le match. Les joueurs du Heat, n'ont pas de contestation. Eric Spoelstra n'a pas de contestation. Donc, on est obligé de vivre avec cet appel-là qui est très, très, très là, questionnable, surtout dans les contextes du match. Il reste 2 secondes. Le tir était correct de Middleton. Dragic n'a pas affecté le tir, mais c'est juste que lorsque Middleton a redescendu, Dragic était un peu près, puis il y a eu un léger contact, très, très, très léger. Donc, Middleton va au tir de lancer franc, réussit ses 3 tirs pour égaliser le match. Avec 4 secondes seulement, là, on se dit... 4 secondes, c'est ça. Et là, le Heat appelle un temps d'arrêt, donc avance le ballon. Le jeu arrive pour Butler, reçoit le ballon, effectue son tir en fadeaway, en reculant vers l'arrière. Tu as Giannis qui passe pleure totalement. Il ne reste plus de temps au cadran. Butler manque son tir, mais tu as Mark Davis qui est le même arbitre qui vient d'appeler le dernier call sur Dragic, qui appelle une faute sur Antetokounmpo. Butler va lancer franc. Il n'y a plus de temps sur le cadran, donc il est tout seul. Là. Il n'y a plus de temps. Tu as Giannis, qui est une super bonne image, qui est assis dans les estrades, la tête penchée, qui dit mon Dieu, tu ne peux pas avoir un arbitre qui décide du score du match à la toute fin comme ça. Butler effectue son premier lancer. Le ballon, c'était vraiment un peu comme Kawhi. Il rebondit un peu sur l'anneau. Rentre à la toute fin, réussit son deuxième. Le Heat gagne par 2, mène en la série 2 match à 0. Très difficile pour le même arbitre appelle ces 2 appels-là à la toute fin. Habituellement, je n'ai jamais été un fan partisan des arbitres. Mais extrêmement difficile. Est-ce que tu aimes de la façon que les arbitres on leur appelle, est-ce que tu aimes
l'arbitrage, finalement, depuis le début des matchs éliminatoires et en quoi le fait qu'on soit dans une bulle change un peu l'arbitrage, justement? En général, je suis OK avec les appels des arbitres. C'est sûr que moi, j'ai toujours été un joueur très physique et je vois d'année après année la NBA, on dirait, est en train d'enlever cette physicalité-là et que aussitôt qu'il y a un coup un peu sévère, ben, on donne une faute technique ou une faute technique de niveau 1 ou niveau 2. Donc, c'est sûr que la Ligue a changé en termes de ça. Pas de coup à la tête, ça, je suis 100% d'accord avec ça, mais des fois, un bon coup d'épaule ou ça fait du bien, puis ça peut aussi booster ton équipe. C'est comme une bataille au hockey. Je suis pas pour, mais des fois, si tu veux changer le ton, ça va faire du bien, puis ça va fouetter tes troupes. En général, l'arbitrage était correct, mais c'est sûr que le match du Heat et des Bucks, tu peux pas appeler ces appels-là à la toute fin. Laisse le joueur, à moins que c'est tellement flagrant que le joueur touche le bras puis que le tir est vraiment change à cause d'une faute. Tu peux pas appeler ces appels-là. Et là, c'est sûr que tout le monde va remettre en question le travail des arbitres. En général, je pense qu'ils font un bon travail. Eux aussi sont exclus de leur famille et tout ça, mais sur le terrain, ils font leur travail. J'aime bien maintenant qu'on peut toujours entendre lorsqu'ils vont à l'appel vidéo exactement qu'est-ce qu'ils recherchent. Tu n'as pas le bruit des fans, donc tu as vraiment l'interaction avec l'arbitre qui parle dans le micro à la table là, au scorekeeping qui dit OK, nous, on va regarder ça pour savoir si c'est un coup à la tête, par exemple, ou quoi que ce soit. Ça, j'adore. Mais le travail de Mark Davis à la toute fin, c'est un gros zéro, un F. Il échoue complètement. Il a changé l'allure du match à lui-même sur 2 appels là, qui étaient très, très, très là, contestés, là, d'après moi. Il reste une dizaine de minutes, mon cher Max. J'aimerais peut-être qu'on discute du nouvel entraîneur du côté des Nets de Brooklyn. Et lorsque j'ai vu cette nouvelle-là hier sur Twitter, j'ai quand même été très, très, très surpris. Je ne m'attendais vraiment pas à voir Steve Nash, le Canadien Steve Nash, qui a remporté 2 fois le titre de joueur le plus utile à son équipe, a joué pendant 18 saisons dans la NBA et pour le moment, assurément, le plus grand joueur de l'histoire du basketball ici au Canada. Steve Nash, donc, prend la place de Jacques Vaughn. Je sais que le directeur général des Nets, Sean Marks, avait laissé la porte entrouverte pour un retour de Jacques Vaughn qui a été placé dans des circonstances très, 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 très difficiles. Écoute, si on joue au trou de cul, là, au jeu de cartes, là, clairement, il a donné ses meilleures cartes au président finalement parce qu'il s'est trouvé avec une équipe des Nets qui ne ressemblait à rien à l'équipe des Nets avant la pandémie. Si tu regardes les joueurs qui étaient là au mois de mars et les joueurs qui étaient là au mois d'août, ça n'a absolument rien à voir. C'était certain que les Nets étaient pour se faire éliminer. C'était certain que les Nets n'allaient pas connaître du succès. Et je trouve ça dommage pour Jacques Vaughn. Je comprends que c'est plaisant pour lui d'avoir de l'expérience comme entraîneur-chef, mais il n'a vraiment pas été mis dans une belle situation. Et là, en plus, Jacques Vaughn va être entraîneur adjoint de Steve Nash en plus. Ouais. J'ai hâte de voir comment cette dynamique-là va aller. Évidemment, Jacques Vaughn est un homme très professionnel, mais j'ai hâte de voir cette dynamique-là. Mais pour revenir sur Steve Nash, on amène donc un ancien joueur, un membre du Temple de la renommée, qui n'a jamais été entraîneur d'une formation. Il a été consultant, en fait, avec les Warriors de Golden State. Il était le consultant des Warriors de Golden State à partir de 2015, un emploi à temps partiel. Et c'est peut-être là qu'on comprend mieux pourquoi on a choisi lui plutôt qu'un autre, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas Sean Marks qui a choisi, j'ai l'impression que c'est Kevin Durant, tout simplement. Les 2 hommes se connaissent bien. Et ne soyons pas dupes, là, cette équipe-là est dirigée par Kyrie Irving et par Kevin Durant de la même façon que les formations de LeBron James ne sont pas dirigées par les Tyronn Lue de ce monde,
les Eric Spoelstra également avec le Heat de Miami. Ou David Blatt aussi. Ben, c'est ça. Donc, plus ça va, plus ce sont les joueurs qui sont en contrôle et qui décident essentiellement de ce qui se passe. Et j'ai vraiment l'impression que c'est Kevin Durant qui a choisi Steve Nash. Qu'est-ce que tu penses justement de l'embauche de Steve Nash, que j'ai toujours considéré comme un joueur excessivement intelligent sur le terrain, si bien qu'il était presque un entraîneur, à mon avis, sur le terrain. Et est-ce que tu penses, et je sais que tu es un big man, mais est-ce que tu penses que les meneurs de jeu automatiquement font de meilleurs entraîneurs que les autres anciens joueurs? Premièrement, qu'est-ce que je pense de la nouvelle, c'est écoute, ça m'a pris à terre. On ne s'attendait pas à ça. On était en pleine série. On sait que les Nets se cherchaient peut-être un nouvel entraîneur-chef, mais j'avais vu aucune rumeur, là, un nom lié. On parlait de Tyron Kidd, qui sont aussi des anciens meneurs de jeu, by the way. Mais jamais le nom de Steve Nash est venu là, a croisé mon esprit pour avoir le poste. Bon, est-ce que après ça, là, c'est sûr que là, ce qu'on se dit, bon, c'est sûr que c'est Kevin Durant qui gère un peu cette équipe-là. C'est sûr qu'il a eu son mot à dire. Il semble avoir eu une bonne relation avec lui à Golden State. Mais il faut aussi se rappeler que c'est Steve Nash, dans son temps à Phoenix, lorsqu'il a été joueur le plus utile deux fois de suite, c'est lui qui a dicté le tempo le style de Mike D'Antoni qu'on voit là, avec Houston, de vraiment aller rapide. C'est Steve Nash là, qui était le meneur de jeu de ça. C'est lui qui a décidé... C'est le fameux 7 seconds or less. Donc, tu décoches un tir dans les 7 premières secondes du chronomètre. Exactement. Est-ce que c'est une recette au succès? Personnellement, je ne le crois pas parce qu'il faut que tu t'adaptes. Tu ne peux pas juste penser attaque. Un jour, il va falloir que tu défends. Et on reparlera de nos prédictions là, pour Houston en deuxième ronde. Mais honnêtement, en tant qu'ancien joueur canadien, je suis sûr que je veux que Steve Nash ait du succès. Ça serait un beau success story à Brooklyn, surtout avec tous les nouveaux joueurs. Kevin Durant, Kyrie Irving qu'on n'a pas vu cette année. Kyrie, on a vu un peu. Mais honnêtement, il a zéro expérience. Mais en même temps, Tyronn Lue avait zéro expérience. Et Jason Kidd n'avait pas d'expérience quand il a commencé. Il faut laisser la chance au coureur pour l'instant. Il est trop tôt pour dire si ça va bien aller ou pas bien aller. Mais Steve Nash, comme tu l'as dit, est un joueur extrêmement intelligent. Ça a été un des meilleurs meneurs de jeu, le meilleur meneur de jeu canadien, mais un des meilleurs de jeu dans la Ligue. Je pense que ça va bien aller jusqu'à temps que Kyrie Irving a une petite crise. Puis là, ça va être dur parce que c'est lui ton meneur de jeu. Donc, je sais qu'on parle de la relation entre Kevin Durant et Steve Nash, mais c'est vraiment la relation que Steve Nash va avoir avec Irving qui va être importante parce qu'on sait que c'est pas toujours le plus aimé dans les vestiaires, Kyrie. Et, veut pas, ça va être lui ton général sur le plancher. C'est lui ton meneur de jeu. C'est lui qui a le ballon le plus souvent. C'est lui qui prend les décisions. Donc, ça va être plus important, je pense, cette relation-là entre ces deux-là que celle-là entre Durant et Steve Nash. Il ne faut surtout pas que ça tourne autour de « toi, qu'est-ce que tu as gagné, Steve Nash? » Exactement. Si ça finit par tourner comme ça va tourner au vinaigre et ça ne sera pas nécessairement long. Énormément de nouvelles. Il a signé un contrat de 4 ans. Hein? Il a signé un contrat de 4 ans, donc je sais que Brooklyn, là, le propriétaire a quand même les poches assez profondes, mais c'est sûr qu'il faut exactement, il ne faut pas que Kyrie Irving se croie superstar et il faut qu'il écoute son entraîneur, veut pas. Là. Mais si ma mémoire est bonne, on a fait la même chose. Parlons-en à Brad Stevens. Stevens. Kyrie Irving est allé 1 an, il est parti, et on est allé chercher un joueur comme Kemba Walker qui semble être le jour et la nuit entre lui et Kyrie Irving en termes de leadership, que les joueurs sont ralliés à lui. On dirait qu'il y en a un, c'est un bébé chialeux qui veut toujours avoir sa nanane ou son jouet, puis il dit « Regarde, moi, je suis bon. »
versus un Kemba Walker qui est excellent, mais qui est capable aussi de rendre les joueurs alentour de lui meilleurs. Et tu parles de Brad Stevens. Brad Stevens, si ma mémoire est bonne, il a signé un contrat à long terme lorsqu'il s'est amené avec les Celtics. Et là, on fait la même chose avec Steve Nash côté de Brooklyn. Et comme tu l'as dit, Brad Stevens est encore à Boston et Kyrie Irving, lui, est maintenant rendu du côté des Nets de Brooklyn. Il reste quelques minutes à peine. Oui, Max, vas-y. Et il n'y a personne qui s'ennuie de Kyrie Irving à Boston en ce moment, Alex. Non, et surtout pas après la performance de Kemba Walker hier, qui a été pour moi quand même le joueur de ce match-là. Tu l'as mentionné avec la passe à Tice, mais également 29 points pour Kemba Walker. Et c'est en grande partie grâce à lui si on a eu droit à une fin de match aussi excitante que celle d'hier. Rapidement, des nouvelles en rafale. Ja Morant hier qui a été nommé la recrue de l'année dans la NBA. Avec 99 votes de première place, Zion Williamson a terminé troisième derrière Kendrick Nunn. Un vote de première place pour Zion Williamson. Est-ce que tu es surpris de voir que Zion a terminé quand même troisième? Non, je ne suis pas surpris. Anyway, tout le monde qui finit deuxième, troisième, quatrième là, dans ces statistiques-là, dans ces trophées-là, pardon. Et malheureusement, l'échantillon qu'on a eu de Zion n'était pas assez long. Donc, c'est sûr, d'après moi, c'est le journaliste de Nouvelle-Orléans qui a donné la première place et le seul. Et le choix était unanime. Là. C'était Ja Morant pour l'ensemble de son œuvre, ça, je peux dire, pour l'année au complet. Mais Nunn aussi a joué super bien pour le Heat. Je me souviens, au début de l'année, il jouait mieux, il avait des meilleures statistiques que Ja Morant. C'est juste que pendant les mois d'hiver, de janvier, février et un peu mars, là, avant la pandémie, ça l'a ralenti pour lui. Mais non, je ne suis pas surpris. Zion Williamson va quand même être une super vedette là, si son corps le permet. Et écoute, tout mérite pour Ja Morant. Je pense que c'est un joueur électrisant. C'est un joueur encore d'un mid-major, un peu comme un Dame Lillard, CJ McCollum. Il y a des bons joueurs de basket. Tu n'es pas obligé d'aller dans des grosses universités. Si tu es bon au basket, les gens vont te trouver. Ils vont aller te chercher. Et c'est ton talent. Exactement ce que Ja Morant fait en ce moment. Et si c'était vrai avant la venue de YouTube, si c'était vrai en 1975, si t'es bon, les gens vont te trouver. Là, c'est encore plus facile pour les formations de la NCAA, pour les formations de la NBA, de trouver tout le monde. Il y a des vidéos qui existent d'à peu près tous les joueurs, donc c'est évidemment plus facile pour le recrutement. Juste vous rappeler que Terrence Davis a reçu 2 votes de troisième place. Il y a au moins un vote qui vient d'un membre des médias de Toronto. L'autre, on n'a aucune idée de qui il provient. En 30 secondes, parce que le temps file, Max, j'aimerais avoir ta prédiction pour Rockets-Lakers. C'est sûr. Initialement, j'avais pris Portland aussi, là, donc je ne veux pas revenir si je suis un devin ou pas. J'étais sûr que Portland allait peut-être être le bouc émissaire aussi des Lakers, mais les Lakers ont extrêmement bien joué. Je crois que les Lakers vont gagner en 6. PJ Tucker, Robert Covington sont trop petits pour des joueurs comme Davis, Dwight Howard, JaVale McGee. Et Anthony Davis, là, va avoir... Écoute, c'est du barbecue chicken, comme Shaq dirait. Là. Il va avoir au moins 30 points par match, sinon plus. Et je m'attends à qu'il y ait beaucoup de rebonds offensifs aussi. Et LeBron va donner le ballon à Davis souvent parce qu'il y a un avantage de taille. Là. Donc, Lakers en 6. De l'autre côté, on peut dire aussi qui va jouer contre Westbrook et Harden. Mais je pense que à force de toujours aller à l'intérieur, aller chercher des rebonds, on va avoir plus de chances pour les Lakers. On va avoir plus de deuxième chance. Puis que les Lakers vont finir par gagner. En 6, c'est peut-être je mettrais en 5.5, mettons. Donc, avantage Lakers dans cette série-là. Donc, fort possiblement une finale entre les Lakers et les Clippers. On a vu dans le match d'hier, donc dans le match de jeudi, à quel point les Clippers ont profité notamment de la fatigue des Nuggets pour infliger une raclée. Vraiment, c'est le bon terme aux Nuggets de Denver. Mon cher Max Boudreau, toujours un plaisir de faire le balado du Centre-Ville en ta compagnie. Et on se retrouve demain, en fait, pour le match numéro 4 de la série entre les Celtics de Boston et les Raptors de Toronto. On vous rappelle que
Les Celtics mènent cette série 2-1 et on sera également en compagnie de l'entraîneur adjoint du côté des Raptors 905, Charles Dubébret. Et on se retrouve évidemment pour une prochaine édition du Balado du Centre-Ville vendredi prochain, 11 septembre 2020. Salut!